Il se passe des choses actuellement et on peut dire que le sale temps pour les covidistes, avec Fauci qui est mis en difficulté, les contrats Pfizer, le bras droit de Fauci qui est inculpé, Fauci le sera peut-être lui-même, des doutes qui ne naissent pas, ça fait bien longtemps qu'on les a, mais en tout cas qui surgissent de plus en plus dans le grand public sur les méthodes d'injection ARN. Est-ce que ce n'est pas troublant quand même que la parole se libère aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'en Europe, et surtout en France, eh bien, l'été noir reste important et on fait tout pour ne pas laisser justement la liberté d'expression sur ce sujet? Ça ne m'étonne pas que ce soit en France que ce soit le pire, parce que quand j'ai pas parcouru les milliers de pages ou les millions de pages des dossiers Epstein, mais j'ai entendu des extraits, et on voit que la France, Macron était pressenti, d'après Epstein, pour être le roi de l'Europe, le roi du monde, pour servir l'État profond. Donc je crois que la France est un des derniers bastions de l'État profond, et ça ne m'étonne pas du tout. Et aux États-Unis, il est en train de se passer, même si quelquefois il y a des polémiques sur la sincérité de certains hommes politiques, mais je pense qu'il se passe des choses extraordinaires parce qu'il y a sûrement plus d'indépendance de la justice que chez nous. Ouais, c'est sûr. Effectivement, Anthony Fauci, au début, quand j'étais tout jeune médecin, c'était le roi du sida, ça paraissait comme le plus grand chercheur de la planète. Et j'avais découvert notamment, parce qu'il y a quelques années, Robert Kennedy Jr. m'avait demandé de préfacer la version française de son livre qui s'appelait Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma. C'était publié chez Résurgence avec Marco Pieter en Belgique. Et là, parce que Kennedy, il a tout balancé. C'est un avocat, c'est pas un médecin, mais 40 ans d'enquête sur les crapuleries de l'industrie pharmaceutique. Il met les noms, les dates, comment on a tuer des Africains dans des études cliniques totalement bidons, on a caché les morts sous le tapis. Et il balançait déjà beaucoup sur Fauci. Et alors, Fauci, on sait que Joe Biden, avant de partir, c'est peut-être pas lui qui a signé parce qu'il commençait à être assez débile, mais en tout cas, il avait signé avec un stylo automatique. Alors, ça peut être contesté en justice. C'est ça. Il avait été gracié ad vitam aeternam par Biden pour toutes ces crapuleries. Je ne sais pas, alors peut-être qu'ils n'ont pas pu attaquer directement Fauci pour l'instant, mais ils ont attaqué son bras droit, dont j'ai oublié son nom. Mais c'est quelque chose de très important, parce que Fauci était à la tête de la désinformation mondiale de la recherche scientifique. Oui, donc en tous les cas, Fauci, alors il se dit que Fauci, il reste encore pour le doge quelques jours pour pouvoir l'inculper et revenir justement sur cette grâce automatique, si on peut appeler ça comme ça. Alors, on peut espérer, il y avait le stylo automatique, la grâce automatique, mais c'est pour ça. non, mais j'espère, parce que c'est quand même grave tout ce qui se passe, et Fauci a été à la... D'ailleurs récemment, parce que là, on peut parler de la maladie de Lyme, par exemple, parce que Kennedy, c'est un type admirable. Et en décembre dernier, il a fait une grande table ronde. Il a réuni des experts, des scientifiques, des hommes politiques, des représentants de malades. Et il a fait une grande table ronde reconnaissant l'existence de la maladie de Lyme chronique, ce qui est interdit de dire en France. Beaucoup de médecins étaient radiés en France parce qu'ils soignaient des maladies de Lyme chronique. C'est une maladie horrible qui touche probablement des centaines de milliers de gens en France, mais ils n'ont pas accès au diagnostic parce que le test diagnostique a été volontairement fait pour être très mauvais. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les archives secrètes de la CIA, certaines ont été déclassifiées par Trump il n'y a pas très longtemps. Et ça prouve qu'il y a bien eu manipulation de bactéries pour en faire une arme de guerre. Donc la maladie de Lyme a été manipulée d'abord par les nazis, les Japonais, puis les Américains. Donc tout ça, c'est extrêmement important de voir tout ce qui sort. Alors pour faire le lien avec notre ami Bill Gates, oui, récemment, et donc, moi c'est dans le livre, je crois de mémoire, je crois que c'était dans le livre de Kennedy que j'avais vu ça pour la... Je connaissais l'existence, je ne sais pas si vous connaissez l'allergie à l'alpha-gal. Non.
Non. Ben, vous mangez un steak de bœuf. Alors, dans le pire des cas, vous mourrez, c'est quand même assez rare, mais sinon, vous faites des intolérances digestives absolues, c'est-à-dire que dès les 2 premières bouchées, vous vomissez, vous avez mal au ventre, c'est horrible. Donc, c'est une allergie à la viande. Et je savais que des chercheurs aux États-Unis avaient découvert que c'était dû à des piqûres de tique américaines, la tique étoilée. En anglais, c'est Lone Star Tick. Et cette tique étoilée était répandue dans la partie sud-est des États-Unis. Au début, je n'avais pas du tout pigé que c'était artificiel. Et alors Kennedy, je crois, en avait parlé dans son bouquin, et maintenant c'est sorti. Il y a encore des choses qui sortent, j'ai vu il y a quelques jours, que c'est Bill Gates, Anthony Fauci, qui avait financé de la modification de tiques pour induire chez la population une allergie très grave à la viande. Parce que le but derrière, ça rappelle la dermatose bovine, il faut tuer les vaches et les éleveurs, ça rappelle la farine de cafard qui maintenant est dans nos pâtisseries, dans les supermarchés, ça rappelle que c'est soi-disant réchauffement climatique. Alors c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a un petit réchauffement climatique, mais moi j'ai discuté avec les plus grands astrophysiciens, c'est pas du tout lié à l'activité humaine, ça s'est toujours passé pendant les siècles. Il y a un petit déplacement de l'axe magnétique de la Terre qui fait qu'il y a un petit réchauffement en ce moment. Peut-être ça va réverser, mais on nous fait croire que c'est les moteurs diesel, que tout ça, c'est du pipeau pour asservir la population, supprimer les bagnoles. Vous vous souvenez, on avait fait le coup du trou d'ozone. Tout à fait. Pendant 10 ans, 20 ans, on nous a dit c'est à cause de vous, le trou d'ozone s'élargit, on va tous griller parce que l'ozone est chargé. Filtre les rayons solaires, oui. Et puis finalement, le trou d'ozone s'est refermé progressivement parce que c'est des cycles naturels, il s'élargit, il se referme. Et tous ces cycles naturels, maintenant, les écolos, je dirais écolo à la con, parce que moi je suis écologiste comme tout le monde, si c'est de l'écologie bien pensée, mais cette écologie totalement débile en disant il faut supprimer les vaches. Alors les écolos, ça les embête pas que les vaches soient élevées massivement au Brésil, en Argentine, dans des conditions épouvantables, qu'on rase la forêt amazonienne pour faire de l'élevage de vaches intensif qui sont sous hormones, sous produits chimiques. Totalement interdit normalement en Europe et qu'on va importer avec le Mercosur sans droit de douane et qu'on fait crever nos éleveurs en France. Pareil pour les volailles, hein. On a massacré aux États-Unis, en Europe, des millions de volailles, soi-disant pour une grippe aviaire qui n'était pas si méchante, et on a imposé des vaccinations, même à l'ARN messager, qui est un produit très dangereux. Donc voilà, tout ça, je vois, quelquefois, je sors du domaine de la médecine, mais c'est la même stratégie pour asservir les populations du monde. Toutes ces polémiques, c'est depuis quelque temps sur la DNC, sur les vaccinations obligatoires, justement, des bovins. Alors, justement, d'abord, c'est ce que je trouve absolument anormal, c'est qu'en France, on appelle ça la DNC, dermatose nodulaire contagieuse. Alors, c'est pas du tout une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible. Alors, peut-être que, juste pour clarifier, pour ceux qui ne connaissent pas bien la différence, contagieux, pour des humains ou des bovins, ça se transmet directement d'homme à homme ou de vache à vache, en crachant, par des Alors, dans la dermatose nodulaire bovine, je crois que c'est possible de façon exceptionnelle si vraiment les vaches ont des suppurations abondantes, que l'autre vache lèche les lésions. Peut-être que ça peut arriver occasionnellement, mais c'est une maladie qui est transmise par des vecteurs. Donc, ce n'est pas une contagion directe comme ça d'animal à animal, il faut une piqûre d'un insecte, d'un arthropode. Alors, les insectes, ça peut être la mouche d'étable, qui est la mouche charbonneuse, qui était connue autrefois pour transmettre le charbon, qui heureusement a disparu aujourd'hui, quasiment. C'est les tans. Et puis, il y a aussi probablement les tiques. Alors, les tiques ne sont pas des insectes, ce sont des arthropodes, enfin, ça revient un peu au même. Et donc, si on nous fait croire que c'est une maladie contagieuse alors qu'elle n'est pas contagieuse, alors qu'on peut faire une lutte contre les vecteurs insectes ou arthropodes, on nous fait croire que c'est une maladie très dangereuse qui va décimer les troupeaux, alors que c'est une maladie totalement bénigne. Il y a même pas 10% des vaches dans un troupeau contaminé qui font des signes cliniques de la maladie. Et sur ces vaches, il y en a, je crois qu'en Europe, il n'y en a quasiment pas qui meurent, c'est exceptionnel. Il y a eu des chiffres dans des pays mais où les vaches sont très mal nourries, un peu immunodéprimées, où il y a eu des chiffres plus élevés, jusqu'à 10% de mortalité, mais ça n'a jamais été au-delà.
Et la totalité des morts en France, contrairement à ce que disent les préfets, les directeurs des agences vétérinaires et autres, ce sont des morts dues au gouvernement, aux préfets et aux vétérinaires. C'est des morts par abattage, ce n'est pas des morts dues à la maladie. Et comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, il faudrait poser la question à nos chères autorités, pourquoi les quelques cas d'épizootie, parce que pour les animaux, on parle plutôt d'épizootie qu'épidémie, mais les quelques rares cas ont été sur des petits élevages familiaux et jamais dans les élevages usines qui sont largement sponsorisés par nos autorités. C'est quand même très bizarre parce que là, les vaches sont entassées dans des conditions totalement inacceptables. Et là, il n'y a jamais de contagion, jamais de propagation de maladie. Puis il y a un petit élevage familial où des éleveurs ou des éleveuses depuis des générations élèvent avec amour leurs animaux dans des bonnes conditions. Et comme par hasard, c'est là que la maladie frappe. Et ce qui est terrible, c'est qu'on manipule les autorités, on manipule les gendarmes, les CRS pour faire des choses absolument dégueulasses contre les éleveurs. Alors, heureusement, j'ai beaucoup de témoignages que les policiers, les gendarmes qui ont été impliqués là-dedans sont écœurés. Ils le disent en privé. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé, mais peut-être sous le couvert de l'anonymat. En tout cas, moi, je dois rendre hommage à ces, je ne sais plus, je crois qu'ils étaient 7, ces gendarmes, la première fois, qui s'étaient agenouillés, qui avaient enlevé leur casque en refusant dans l'Ariège. En Ariège. Mais ce qui se passe en plus, alors, pour cette dermatose bovine qui est totalement bénigne, l'abattage n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des textes de l'OMS ou de l'Office mondial des épizooties, parce que c'est en train de fusionner plus ou moins, mais qui disait s'il y a une épizootie dans un troupeau, il suffit d'isoler les bêtes malades pour pas qu'elles soient en contact avec les autres. Et puis, les vaches qui ont été possiblement en contact mais qui ne sont pas malades, de les mettre en quarantaine. Et si à la fin de la quarantaine, elles sont en bonne santé, tout va bien. Celles qui ont possiblement été contaminées, elles ont développé une immunité naturelle qui est à vie, contrairement à l'immunité du vaccin. Et c'était écrit dans les documents de l'Europe, de l'Union européenne, qu'on pouvait de nouveau les commercialiser, même les transporter, etc. Et d'un seul coup, on lui dit non, la seule solution, s'il y a un cas suspect, c'est l'abattage total. En plus, ce qui est dégueulasse, c'est que ce vaccin, je pense que ce vaccin, il n'est pas dangereux a priori, c'est un virus vivant atténué, c'est un cousin du virus de la variole. Je ne pense pas qu'il soit très méchant, mais comme c'est un virus vivant, il donne une maladie atténuée. Alors, certaines vaches ne développent pas de signes, mais il y a des vaches vaccinées qui, quelques jours après, font les signes atténués de la maladie. C'est pour les immuniser. Et là, les vétérinaires arrivent, ils disent « Ah, ben là, je vois des signes de la maladie, donc c'est un cas de dermatose, on abat tout le troupeau. » C'est pour ça que ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'on abat des troupeaux entiers qui ont été totalement vaccinés. Ça me rappelle un petit peu l'histoire du Covid. Tous vaccinés, mais ceux qui faisaient le plus de Covid, c'était les vaccins. Et alors, à l'époque, l'abattage n'était pas dit officiellement, mais il y a quand même eu un abattage dans les maisons de retraite avec le Rivotril, il ne faut pas oublier. Donc, un gouvernement qui a été capable de faire l'abattage d'êtres humains dans les maisons de retraite, ils ont moins de scrupules à faire de l'abattage de troupeaux. Il faut bien voir que qui on cherche à abattre, ce n'est pas les vaches, ça c'est un prétexte écolo-bobo, c'est les éleveurs, les agriculteurs, pour qu'on perde notre autonomie. Et derrière, qui se frotte les mains, qui regarde, qui attend, c'est Bill Gates avec ses OGM. Et comme par hasard, cette semaine, j'ai appris que l'Union européenne avait fait en sorte qu'ils ne soient plus obligés de marquer s'il y avait des OGM dans les produits alimentaires. C'est-à-dire que c'est ça leur but, en fait, c'est de supprimer les élevages, d'induire l'allergie à la viande artificiellement, et d'imposer les OGM partout. Et ça, c'est des milliards d'euros en jeu. Et ce qui est dégoûtant aussi, c'est que le président français de la FNSEA, qui finalement a été qui a beaucoup soutenu le gouvernement pour les vaches, là, c'est lui qui est le PDG de firmes en Amérique du Sud qui utilisent les produits d'élevage pour les vaches, etc. Donc là,
Ça me fait penser au Covid avec Big Pharma ou c'est les intérêts financiers, les intérêts inavouables de l'État profond qui sont en jeu. C'est ça qui est dégoûtant. Et je soutiens les éleveurs, et moi je l'ai dit publiquement déjà. Moi je pense aux préfets, aux gendarmes, aux policiers. Si ça va contre votre conscience, il y a un droit imprescriptible qui est écrit dans les premières lignes de la Constitution de la République française. Chacun peut exercer à titre personnel un droit d'obéissance civique. On n'est pas obligé d'aller casser la gueule des agriculteurs et qu'on laisse les délinquants s'amuser tranquillement. Oui, tout à fait. Et ça, vous avez raison que beaucoup de forces de l'ordre digèrent difficilement ce que les préfets, ce que le ministère leur impose de leur action, justement contre les agriculteurs. Souvent, les petites firmes, enfin les petites fermes. Hein. Il s'agit rarement des très gros qui, eux, ont un intérêt justement pour l'export à cette vaccination. Bien sûr. Et en plus, cette vaccination, je crois qu'elle est plus ou moins efficace, mais elle ne dure pas très longtemps, 1 an ou 2, alors que si la vache est contaminée par le virus naturel, elle est immunisée à vie. Donc, il n'y a aucun intérêt. L'abattage, il n'y a strictement aucun intérêt. Dans les pays, il y a eu quelques épisodes aussi dans le passé, dans différents pays du monde. On a vu que les pays qui avaient fait des abattages massifs ne savaient absolument pas contrôler le problème. Je crois que cette maladie, elle n'est pas méchante, il faut la laisser évoluer, il faut surveiller, mettre les troupeaux en quarantaine, basta, c'est fini. Mais là, en fait, on est en train d'instrumentaliser cette maladie. Quand on voit que la ministre, c'est Genevard, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui a dit quand même que c'était très dangereux. Annie Genevard, oui. Ça allait décimer les troupeaux, que ça allait mettre en péril l'agriculture française, mais qu'il faut aux agriculteurs, l'agriculture se portera bien mieux. Et surtout quand on utilise des arguments qui ne sont pas scientifiques. J'en peux plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Emmanuel Macron qui met en place, il veut mettre en place un score de crédibilité scientifique, comme le Nutri-Score. C'est quand vous achetez une barquette de poisson, je ne sais pas quoi, c'est marqué ABCDE. Et alors, c'est le professeur Molimar, Costagliola et Maisonneuve qui ont été chargés de faire ça. Donc, quand on voit déjà que Molimar a défendu un article où on disait soi-disant qu'il y avait eu 17 000 morts avec la chloroquine. On a pu démontrer grâce à bon sens, avec l'aide de Xavier Zalbert, que c'était totalement faux. L'étude a été rétractée parce que les chiffres étaient inventés. Et Molimar a défendu ça, mais c'est le roi de l'intégrité scientifique. Dominique Costagliola avait été prise la main dans le sac pour avoir influencé Andrew Hill. Tout ça, c'est public, c'est pour ça que je peux le dire. Parce que Andrew Hill, qui était un chercheur anglais qui travaillait pour l'OMS, qui avait dû faire un rapport pour voir si l'ivermectine était efficace contre le Covid. Son rapport était magnifique au début. Il a dit « Ouais, c'est génial, ça marche. » Alors, ça n'a pas du tout plu à certains. Et à la dernière minute, il a changé les conclusions de son rapport en disant « Oui, non, mais je me suis un petit peu emballé parce qu'en fait, il avait été convoqué par Fauci aux États-Unis en disant « Mais tu délires, là, qu'est-ce que tu racontes, faut pas, t'as pas le droit de dire ça. » Et quand il est revenu en Angleterre, il a changé sa conclusion. Non, oui, mais ces chiffres, en fait, je me suis basé sur des données qui ne sont pas très fiables, il faut tout recommencer à zéro. Et là, il avait été piégé par un enregistrement en visioconférence, il ne savait pas qu'il était enregistré. Et il avait avoué que c'était Dominique Costagliola qui lui avait demandé de changer son rapport. Donc, oui. Donc, cette femme est encore dans la commission de Macron pour l'intégrité scientifique. Bon, Maisonneuve, je le connais moins, mais c'est quand même assez affolant de voir comment on cherche à manipuler. C'est comme, on parlait de l'alimentation, mais j'ai entendu cette semaine que Macron a demandé à mettre en place un score de production de CO2 quand on achète un aliment. Or, le CO2, partout, vous prenez l'avion, attention, vous produisez du CO2, vous conduisez votre voiture, c'est très dangereux. Le CO2 est indispensable pour la planète. Le CO2, c'est la nourriture des végétaux. Donc, le CO2 n'est pas du tout un produit toxique comme on raconte. Et tout ça, ce qui est dangereux pour l'homme, c'est la pollution chimique. C'est les pesticides, les herbicides et toutes les saloperies qu'on met dans la nature.
C'est ça qui tue les hommes qui donnent des cancers, c'est pas le CO2. Le CO2 est extrêmement utile et on veut nous faire croire que le CO2 est très dangereux. Ouais, Que c'est si, ça. que si on pète, on va tuer la planète. Moi, je revendique encore le droit de péter comme nos vaches, mais ça devient insupportable, cette manipulation scientifique, j'en peux plus, là. Ah oui, oui, et scientifique et médiatique. On retrouve en France nos médecins de plateau qui sont de retour, les Mégarban, les Blachier et consorts, pour nous parler cette fois-ci d'un hantavirus, et ils reviennent, toujours les mêmes. Oh, bah alors, antivirus, moi, je m'en fous complètement. Je rends hommage, malheureusement, je crois qu'il y a eu 2 victimes sur ce bateau, les pauvres. 3, ouais. Ou 3, oui, c'est des personnes âgées, souvent un peu fragiles. Alors, je connais parfaitement les antivirus parce que celui qui m'avait formé sur la maladie de Lyme, qui est mort maintenant, c'était Éric Dournon, qui, dans les années 80, était le premier à diagnostiquer les antivirus en France. Donc, je connais cette maladie par cœur. Il y a Ouais. un peu variant selon les continents. C'est un virus qui est transmis par les déjections de petits rongeurs, des campagnols, des mulots. Plutôt pas des mulots des villes, c'est plutôt d'habitude des mulots campagnards, quoi, des campagnols, justement. Et donc, s'il y a eu cette contamination dans ces immenses bateaux, on sait qu'il y a des rongeurs dans le bateau. Ça ne m'étonne pas, parce que dans les cuisines, dans les cales, il y a toujours il y a des rats, des souris tous les navigateurs le savent. Les conditions d'hygiène dans ces immenses HLM-sur-mer sont déplorables. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont fait des croisières là-dessus. C'est épouvantable souvent, même si c'est un peu bling-bling à l'extérieur. Donc, d'abord, moi, je pense que c'est pas possible de continuer à construire des HLM-sur-mer comme ça, où on entasse des milliers de gens sur 10 étages. C'est de la folie furieuse. Ouais. Alors, parce que vraiment, pour faire cette maladie, il faut sniffer de la déjection de rongeurs. J'avais un collègue qui a failli mourir, c'était dans les années 80, parce qu'il y avait des foyers. En France, c'est plutôt présent dans l'Oise, dans le nord de la France, dans la forêt de Compiègne, il y avait beaucoup de cas. Ils avaient repéré que les gens contaminés dans un village étaient tous rentrés dans une grange abandonnée près de la forêt. Et ils étaient rentrés pour investiguer, faire des prélèvements. Et quand ils sont rentrés, il y avait un nuage de poussière parce qu'il y avait des pigeons qui nichaient, qui avaient eu peur, qui s'étaient enfuis, qui avaient en fait aérosolisé des déjections de rongeurs qui étaient sur des vieilles poutres. D'accord. Et alors, mon ami Eric Dournon, lui, il n'a rien eu, mais son collègue, qui était son grand ami aussi, que je connaissais bien, il a failli mourir. Il s'est retrouvé en réanimation avec une insuffisance rénale, un état de choc, etc. Bon, il a été sauvé, heureusement. Mais c'est pour dire que cette maladie, on la connaît depuis longtemps, mais il faut vraiment sniffer des déjections de rongeurs. Donc, moi, je pense qu'il s'est passé dans le bateau. C'est probablement un peu ce qui s'est passé à l'époque du Covid ou d'autres maladies transmises par voie aérienne. C'est que la climatisation du bateau a dû aérosoliser des déjections de rongeurs par accident. Je ne dis pas que c'était un. Donc, de toute façon, on ne peut pas créer une pandémie avec ça. Ça n'a aucun sens. Bon, là, il y a eu malheureusement quelques cas sur ce bateau. Il suffit de dératiser le bateau et puis c'est fini. Mais je ne sais pas pourquoi on en fait tout un pataquès alors que c'est une maladie qui est connue depuis longtemps. Et encore une fois, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il faut sniffer de la déjection de rongeurs, sauf s'ils s'amusent à nous balancer le virus par voie artificielle. Bon, pour l'instant, je ne pense pas. Mais donc là, je vous rassure totalement sur cette maladie. Oui, alors par contre, tout de suite, il est fait référence à l'OMS qui eh bien, imprime dans les esprits que c'est l'OMS qui va s'occuper de ces cas de figure, comme si on était en extraterritorialité, alors qu'il y a des États, il y a des nations. Les États-Unis semblent avoir, cette fois-ci avec Robert Kennedy Jr., vraiment à l'esprit d'abandonner et de quitter définitivement l'OMS. Ah oui, ça a été décidé par Trump l'année dernière. Alors, donc, il a coupé les fonds. D'ailleurs, moi j'ai rencontré par hasard, je suis allé en Suisse récemment, tout à fait par hasard, au bord du lac Léman, je rencontre une femme reconnue qui travaillait à l'OMS, qui m'a dit qu'effectivement, à l'OMS, ils étaient très mal parce que l'arrêt des subventions américaines, ça leur fait mal. Même si Bill Gates est le plus gros financier, que l'industrie pharmaceutique aussi finance en grande que maintenant 80% des financements de l'OMS ou plus, ça vient du privé, c'est plus la cotisation des États comme c'était au début.
Donc, l'OMS a très mal tourné. Moi, j'y ai travaillé comme vice-président pour le groupe d'experts des vaccins pour la grande Europe de l'OMS, qui est en fait l'Eurasie, c'est une très grande Europe, qui inclut même la Turquie, Israël. Donc, l'OMS, qui était une bonne institution à la base, a totalement dévié et est devenue maintenant tombée entre les mains de milliardaires qui veulent contrôler les pays. Alors, ce qui est très dangereux, c'est le traité pandémie, qui a été rejeté, qui n'a pas été voté. Et là, malheureusement, je ne peux pas participer. Il y a une réunion prochaine au Parlement européen à Bruxelles là-dessus avec des militants européens. Ils sont en train de passer en force ce traité pour que l'OMS soit au-dessus des États. Et l'OMS pourra décider sans que aucun gouvernement puisse réagir, de confiner un pays, de lui imposer une injection expérimentale, l'injection obligatoire d'un produit expérimental. Ça nous rappelle quelque chose de récent. Et ça, c'est absolument terrible. Et Macron, il est à fond, hein, c'est un grand supporter de l'OMS. Oui. Et maintenant, l'OMS, il faudrait vraiment créer une nouvelle institution internationale qui ne soit plus dépendante des fonds privés, parce que là, c'est la source de toute corruption. Oui. Et quand on voit que le directeur actuel de l'OMS a quand même un passé très trouble en Éthiopie, il était accusé quand même de crimes terribles justement pour attaquer les paysans qui étaient contre les OGM, je crois, à l'époque. On voit ce gars-là, mais il est très proche de Bill Gates, se retrouver directeur de l'OMS, ça fait froid dans le dos. J'avais adoré au début, je l'ai plus reconnu après quelques années. D'ailleurs, je suis parti après. Mais donc bravo aux États-Unis de quitter l'OMS. Je crois qu'il y a d'autres pays qui sont engagés dans la même voie. Comme je ne suis pas certain, je ne vais pas citer de nom, mais ce serait une bonne chose et de recréer quelque chose de nouveau. Parce qu'à la base, l'OMS avait un rôle utile, mais maintenant, l'OMS n'est plus au service de la santé publique, elle est au service de milliardaires. Et l'OMS s'occupe de la santé, des comptes bancaires de quelques personnes dans le monde. C'est tout, c'est plus au service des populations. Donc, si le directeur de l'OMS veut confiner un pays parce qu'il y a 3 morts sur un bateau avec quelques rongeurs, ce serait de la folie furieuse, quoi. Il faut vraiment revenir à des choses plus saines, et malheureusement, en ce moment, c'est difficile. Et c'est difficile surtout à cause des médias, je ne parle pas de vous, mais des médias qui ne parlent jamais des choses qui dérangent, qui défendent l'état profond à fond la caisse tous les jours et désinforment la population. Et leur font peur, parce qu'en fait, on maintient les gens dans la peur en permanence. Mais ce sont les mêmes qui détiennent les médias et l'OMS. Tout à fait. Alors, là, j'en profite parce que j'ai préfacé récemment 3 livres. Allez-y, Christian. On rappelle votre dernier livre, d'ailleurs, Le Réveil 4 ans après. Hein. Et puis, il y a un livre qui est toujours écrit il y a plusieurs années, et j'avais fait la 2e édition actualisée juste au début du Covid. Juste avant, c'était la vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob. Et quand maintenant c'est révélé que la maladie de Lyme est vraiment une maladie qui existe, que les tests ont été calibrés pour dépister personne, qu'on a interdit les traitements efficaces, finalement j'avais tout écrit dans ce livre il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, je le dis publiquement, je le dis à la ministre de la Santé, je le dis au centre de référence de la maladie de Lyme, à tous mes collègues, au Conseil de l'ordre des médecins. Maintenant que tout est avéré, que c'est bien une bactérie guerrière qui a été fabriquée, que les tests ont été bidonnés, d'arrêter de persécuter les médecins, parce que maintenant les malades en France sont en errance totale. On a radié pour l'exemple quelques médecins, c'est horrible. Et là, je leur dis à la ministre, maintenant que vous savez, parce qu'ils savent, si vous continuez cette politique horrible, parce que la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations qui sont revenues totalement en arrière des quelques acquis que j'avais obtenus il y a quelques années, si vous continuez dans cette politique délirante, un jour vous serez mis en examen pour non-assistance à personne en danger. On laisse crever à petit feu des centaines de milliers de gens qui ont une maladie de Lyme chronique en disant que c'est une maladie qui n'existe pas, on les envoie en psychiatrie. C'est ça. Alors,
J'avais écrit, alors maintenant, les 3 livres que j'ai préfacés. Pour rester sur Lyme, il y a une femme américaine que je connais, je l'ai jamais rencontrée physiquement, mais on a déjà échangé par Internet. C'est Chris Newby, qui est une documentaliste de l'université de Stanford, qui a vu la confiance de Willy Burgdorfer, ce Suisse allemand qui avait travaillé avec les nazis sur l'île de Plum Island aux États-Unis pour continuer à modifier les borrélias de la maladie de Lyme. Il a eu des remords à la fin de sa carrière. Quand il était jeune, il était enthousiaste, allait à la guerre froide contre le communisme, il était à fond dans le truc. Puis après, quand il a vu que les tiques s'étaient échappés, qu'il y avait des épidémies aux États-Unis, il a été écœuré parce que les autorités américaines disaient non, non, mais c'est pas une maladie infectieuse. Ah oui, c'est infectieux, mais c'est un virus, ça guérit tout seul. Ah oui, c'est une bactérie, puis ils ont mis au point des tests débiles et interdits de traiter. Il savait qu'à sa retraite ou à sa mort, toutes ses archives seraient brûlées par la CIA. Donc, il avait planqué des tests d'archives dans un garage. Et comme il avait confiance en Chris Newby, qu'il avait interviewé quelques années avant, un jour, il lui a dit, Chris, voilà, je vous fais confiance, je vais mourir bientôt. Voilà la clé du garage à telle adresse. Et Chris, avec son mari, en plus, son mari, c'est un mormon, ils ont tout numérisé à 4 pattes dans le garage sur les caisses. Elle raconte ça dans son livre. Et elle raconte toutes les crapuleries, justement, des essais illégaux aux États-Unis sur des volontaires, soi-disant volontaires qui ne voulaient pas faire la guerre du Vietnam. Elle raconte tout. Alors, ce livre, il est sorti début 2019. Moi, je l'avais acheté tout de suite. Mais il était en anglais. Donc, en France, il n'est pas connu. Il s'appelait Bitten. Alors, Bitten en anglais, ça veut dire mordu. Et il va sortir bientôt en Europe, en français. Il s'appellera Mordu par Chris K-R-I-S Newby N-E-W-B-Y à l'édition Résurgence. Oui. Notre ami Marco Pieter, qui est un super éditeur à Bruxelles. Voilà, alors ce livre va être très important, il n'est pas encore sorti. Et j'ai préfacé 2 autres livres. Un autre qui est sorti aussi au mois de janvier chez Résurgence aussi, c'est Christopher Shaw. Shaw, c'est S-H-A-W, qui s'appelle Covid-19, bas les masques. Et c'est des chercheurs, des experts canadiens anglophones qui dénoncent toute la crise pandémique, qui m'avaient demandé d'écrire la préface. Et l'autre livre que j'ai préfacé qui va sortir, alors tout prochainement, je vérifie la date, je l'avais noté, je crois que c'est dans quelques jours, le 13 mai 2026, donc dans pas longtemps. C'est le livre de Helmut Sterz. Sterz, c'est S-T-E-R-Z. Et Helmut, c'est un Allemand, vétérinaire de formation, qui connaît très bien la France. Il a travaillé en France pendant des années pour Servier, puis pour Pfizer. Il a travaillé aussi chez Pfizer en Grande-Bretagne, mais il a fini sa carrière chez Pfizer au site d'Amboise. Et Helmut, il parle très bien français, parce qu'en plus, il a épousé une Française. Je crois qu'il vit toujours en France actuellement. Alors, il a pris sa retraite avant le Covid. Et quand il était en activité chez Pfizer, c'était le chef de la toxicologie, du développement préclinique des médicaments, des vaccins. Et en plus, là, je pense que vu ses relations qu'il avait dans la boîte, même s'il n'était plus en activité, il a eu plein de renseignements et il déballe tout. Et ce livre est fantastique. Donc, ce livre, c'est Vaccin la mafia. Alors, vaccin, c'est pas les vaccins en général, hein, parce qu'il faut pas faire l'amalgame forcément. Covid. Et je recommande la lecture de ce livre. Et en plus, il a été auditionné par le Bundestag, le Parlement allemand, il y a un mois à peu près. Là, j'ai vu les fact-checkers se déchaînent contre lui. J'ai vu le site de TF1 qui dit c'est tout ce qu'il raconte est faux. D'abord, il travaille chez Pfizer moi, j'ai eu les mêmes articles contre moi, donc ça ne me surprend pas. Les hyènes se déchaînent, mais j'ai félicité Helmut parce que bon, c'est vrai qu'il était plus à l'aise parce qu'il était déjà à la retraite. Mais moi, je connais des médecins qui étaient des copains dans l'industrie pharmaceutique qui m'ont dit aussi, Christian, si je déballais tout ce que j'ai vu, et je leur ai dit, mais pourquoi tu le fais pas? Ils m'ont dit, ah ben non, parce que moi, ma retraite, c'est une retraite privée payée par la firme, donc si je parle, ils risquent de me couper ma retraite. Donc, il faut saluer des gens courageux comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est un des très rares dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc c'est très important d'avoir des témoignages comme ça, parce que dans le développement du vaccin, il montre que
on n'a pas fait les choses de façon réglementaire, qu'il fallait plusieurs espèces animales testées, on n'en a testé qu'une, que les chiffres ont été cachés, qu'il y a eu des morts chez les animaux, des morts-nés, des malformations, qu'on a même fait, il raconte dans son livre qu'il y a eu une étude faite chez l'homme par Pfizer, chez la femme enceinte, pour tester. Alors, le cobaye, c'était la femme. Alors que normalement, on n'a pas le droit d'injecter un nouveau produit à une femme enceinte avant 20 ans. Et là, on fait d'emblée une étude. Et il paraît que l'étude a été abandonnée assez rapidement parce que ça augmente, ils se sont rendus compte que ça augmentait les taux de fausses couches spontanées de façon terrible. L'étude n'a jamais été publiée. Mais lui, ouais, il raconte tout ça. Donc, son livre est vraiment fascinant. C'est le témoignage d'un homme qui avait ça sur la conscience et qui a le courage de parler. Donc, Helmut Sterz, je recommande son livre, qui est en français maintenant. Il y a de plus en plus de littérature scientifique qui sort aussi sur les effets indésirables de ces injections ARN messager. Ah oui, alors en plus, il y a des choses qui sont camouflées parce que l'ARN messager, il y a les estimations, c'est entre 20 et 30 millions de morts dans le monde dues au pseudo-vaccin Covid. Le Covid n'a pas tué autant de gens, hein. C'est le vaccin qui a tué, c'est pas la maladie, quoi. Malheureusement, il y a eu des morts de la maladie, mais il y a pas des gens comme Pierre Chaillot, comme Laurent Toubiana ont montré que c'était pas pire qu'une année de grosse grippe. Ça a touché des personnes très âgées, très fragiles, mais il n'y a pas eu de bombe qu'on nous avait annoncé. Donc c'était juste pour revenir sur votre question, vous disiez, parce que j'ai perdu. La question, c'est la littérature sur des effets indésirables de plus en plus importants et on se pose de plus en plus de questions sur les cancers dits turbo-cancers. Il y a plein, alors il y a les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes cardiaques. Et là, je peux parler du jeune Anthony Rio, qui s'est étudiant en médecine nantais, qui avait 24 ans, qui était à la fin de ses études de médecine. Et d'une façon totalement inacceptable, les doyens des facultés de médecine ont imposé l'inoculation alors qu'il n'y avait pas de données scientifiques solides à leurs étudiants. Et quelques jours après la première injection, il est mort. Il était en pleine santé, il était sportif, il fumait pas. Et puis, heureusement, malheureusement, il est mort, donc c'est pas heureusement pour lui, mais heureusement pour la connaissance. Le professeur de médecine de Nantes qu'il connaissait a exigé une autopsie, ce qui était exceptionnel parce que Macron a fait interdire les autopsies pour les Covid, les vaccinés. Il n'y a presque pas eu d'autopsie en France, alors qu'il y en a eu en Allemagne, aux États-Unis, qui ont montré des choses terribles. Et cette autopsie a montré qu'il avait des caillots partout. Tous ses organes étaient remplis de ce qu'on appelle les calamars, ces caillots caoutchouteux blancs que les anatomopathologistes, les médecins légistes n'ont jamais vus de leur carrière, qui ne se voient qu'après la vaccination Covid. Il en avait dans le cerveau, dans le foie, la rate, tous les organes. Donc, ce jeune homme plein d'avenir, qui aimait son métier, a été tué par ce vaccin. Et comme ça, il y a des exemples partout dans le monde, des jeunes. La stérilité. Beaucoup de jeunes hommes n'ont plus de spermatozoïdes, n'ont plus leurs règles. Il y a les turbocancers. J'ai des témoignages tous les jours quand je rencontre des gens à droite, à gauche en France. Et tout ça, c'est... Et il y a Aurélien Rousseau qui avait osé dire qu'il était ministre, il y a 0 effet secondaire, alors que même il y avait déjà déclaré, même des morts déclarées à l'Agence du médicament, mais il avait le toupet de dire ça, ce qui est totalement honteux. Et c'est évident. Alors là, tout ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que beaucoup de grands journaux, souvent corrompus, ont publié des études frauduleuses. Alors, quelques-unes, c'est sorti au grand jour, comme l'étude du Lancet disant que la chloroquine ne marchait pas, était très dangereuse, alors que tous les chiffres avaient été fabriqués, mais ça avait été dépisté, ça avait été débusqué en 15 jours. Olivier Véran n'avait pas changé sa stratégie malgré la révélation que c'était une étude frauduleuse. Et plus récemment, il y avait l'étude, vous savez, qui était en grande partie française, qui disait, où Molimar a beaucoup soutenu d'ailleurs, l'étude Pradel, qui disait que la chloroquine avait tué 17 000 morts en France et dans d'autres pays. L'étude, les chiffres étaient totalement incohérents. Et avec Xavier Zalbert et Bon Sens, on avait démonté tout ça. On avait même écrit une lettre de réponse, c'était publié dans le New England Journal of Medicine, je crois, et on a obtenu la rétractation de l'article. Donc ça, c'était une belle victoire. Alors malheureusement,
pour une autre étude plus récente qui est sortie à la fin de l'année 2025. Une étude, alors, tous les médias ont relayé en disant on a la preuve, une étude française basée sur la base de données française du ministère sur qui est vacciné, qui est mort. Mhm. Les données, on n'a jamais pu les obtenir. Laurent Toubiana les a demandé, Pierre Chaillot, Xavier Zalbert, l'association Bon Sens. On nous a dit non, au début, ils ont dit on ne les a pas. Alors, à mon œil, vous les avez très bien. Alors, après, ils ont dit oui, on les a, mais c'est des données brutes, c'est trop compliqué à analyser, on n'a plus les moyens au ministère. Alors, on avait même proposé gentiment en disant on peut faire une cagnotte, on peut financer 2 grands chercheurs internationaux, méthodologistes, statisticiens pour analyser la base, et là, ils ne répondaient plus. Et là, comme par hasard, ils donnent l'étude à Epiphar qui a été créée juste avant la pandémie. Epiphar, c'est une agence un petit peu d'études statistiques, d'épidémiologiques, qui a été créée par la Caisse d'assurance maladie et l'Agence du médicament. Et là, comme par hasard, les données qui n'existent pas, on les donne à Epiphar et ils sortent un article dans le JAMA. Le JAMA, c'est un grand journal international, américain, mais très réputé, soi-disant réputé, qui dit maintenant c'est prouvé en France, la vaccination, ça a été super, il n'y a pas eu d'effet secondaire, ça a fait plein de vies. Tous les médias ont relayé ça. Et on a pu, avec Xavier Zalbert et d'autres, montrer que les chiffres étaient totalement incohérents. On a publié une réponse au JAMA qui a été publiée, mais c'est une petite lettre. Après, on a demandé à la rétractation, ils ont refusé parce qu'ils sont sous influence. Et donc, on voit encore qu'il y a de la fraude scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible pour moi. Parce que on est en train de tuer la médecine avec toutes ces soi-disant publications qui sont dans des... Parce qu'on considérait il y a quelques années ces journaux comme la Bible, quasiment. Si c'était publié dans ces journaux, c'était la vérité absolue. Maintenant, on se rend compte de l'aveu même des rédacteurs en chef de ces journaux que la moitié des articles sont frauduleux. Oui. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur l'OMS avec les traités d'OMS qui en sont où, selon vous, qui justement feraient passer l'ensemble des questions de santé publique sous l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé? Ça avance très vite en ce moment. Je ne sais pas s'ils ont pu faire l'adoption définitive. Je crois que c'est en cours. C'est pour ça que normalement, dans quelques jours, il y a une réunion faite par des députés européens, des experts de plusieurs pays pour faire une réunion pour protester contre ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit totalement passé. En tout cas, ils ont contourné tous les obstacles pour essayer de passer en force, ça c'est sûr. Et après, Macron, si je ne sais pas, il y a une épidémie de la rougeole du lézard vert dans les Ardennes, il pourra confiner tout le nord de la France. Et il dira, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a décidé pour notre bien. Oui. Les vaccinations obligatoires contre la rougeole du lézard vert, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a décidé. Et ça, c'est terrible, c'est la perte de souveraineté des peuples. Alors, heureusement, les Anglais, ils ne sont pas sortis de l'OMS, mais ils avaient émis un avis totalement défavorable parce que les Anglais sont assez chatouilleux sur leur indépendance politique et ils ne voulaient pas être soumis à un méga machin international. Les Américains sont sortis, mais j'ai entendu dire que l'Italie souhaitait sortir, mais je n'ai pas vraiment confirmation pour l'instant. Ce qui se passe est absolument horrible. C'est pareil que le contrôle, que l'identité numérique, l'euro numérique. Notre chère Christine Lagarde qui veut que... C'est pareil, là, ils vont mettre en place à la rentrée la facturation numérique. Tout ça, c'est pour nous contrôler totalement. Et ce qu'ils pourront faire, si on n'est pas d'accord avec eux, ils pourront fermer nos comptes bancaires comme ils ont déjà fait. Ils l'ont fait, Trudeau l'a fait au Canada avec les camionneurs. Alors, soi-disant, c'était impossible de faire ça, il l'a fait. En France, il y a des gens qui ont eu leur compte bancaire bloqué. Jacques Beau, qui est ce Suisse remarquable, qui était le chef du renseignement militaire suisse, qui est maintenant réfugié en Belgique. On lui a coupé tous ses comptes bancaires parce qu'il dérangeait, qu'il disait des choses qu'on n'aimait pas sur l'Ukraine. Ils sont capables de le faire, ils pourront tout contrôler. Et les gens sont... Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de gens éveillés sur ces problèmes.
Ouais, il n'y a pas de gens suffisamment éveillés. Et puis vraiment, moi, c'est le point qui me choque le plus, c'est la différence de traitement de l'information dans des pays comme les États-Unis et la France. Que vous parliez de cet état profond, mais quand même, c'est énorme, c'est absolument incroyable. Et ils nous resservent encore les mêmes, comme à chaque fois, et on a l'impression que demain, ces nouveaux traités OMS, le premier pays qui y adhérera et qui validera les traités, ce sera la France. C'est incroyable. Et quand même l'ARN messager, on sait que ça tue, que c'est pas un vaccin, que c'est inefficace. Ça a même augmenté le risque d'attraper le Covid, ça a augmenté le risque de mourir. J'avais dit à la télé sur CNews il y a plusieurs années, c'est là où j'avais été totalement censuré des médias. Pourtant, j'avais les chiffres de Santé publique Angleterre qui le démontraient, qu'aux États-Unis, je crois qu'il y a 3 ou 4 États qui veulent l'interdire en le classant dans la liste des armes de guerre de destruction massive, et qu'en France, moi, maintenant je suis retraité, donc en tant que personne âgée, je reçois tous les 6 mois un rappel, vous devez vous faire votre rappel grippe Covid. Alors que le Covid a totalement disparu, même le virus circule encore, on s'en fout complètement, il donne des petits rhumes et des bronchites. On continue à inoculer, il y a des gens qui continuent à les se faire inoculer tous les ans pour le Covid, alors que c'est un produit super dangereux, totalement inefficace. C'est démontré, il y a toutes les études scientifiques pour le dire, toutes les bases de données internationales. Et comment la sécurité sociale, comment des fonctionnaires peuvent continuer à obéir, à envoyer ça, comment le Conseil de l'ordre peut relayer ça, pour moi, ça relevait déjà du crime contre l'humanité, mais là, ça s'amplifie parce que maintenant, on a des années de recul. Et je rappelle que cette obligation soi-disant vaccinale était terrible parce que quand on oblige, on n'a pas le droit dans les traités internationaux d'obliger quelqu'un à recevoir un produit expérimental. Alors, il était en phase expérimentale, contrairement à ce que Véran avait dit, donc il était un grand menteur à l'époque. Et c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Il y a les conventions d'Helsinki, d'Oviedo, le code de Nuremberg. Donc, j'espère qu'un jour, quand on sera sorti de la Macronie, quand on retournera en démocratie, je le souhaite de tout mon cœur, il y a quand même des gens qui soient mis en examen, qui rendent compte de leurs actes. Parce que pour moi, c'est terrible ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Les médecins de plateau là, qui ont été jugés au Conseil de l'ordre, on n'a pas encore de verdict. Non. On verra. Mais ça ne devrait pas tarder normalement. On a vu la Combe, par exemple, et son doigt d'honneur, c'est-à-dire qu'ils sont dans absolument aucun compte à rendre. Hein. C'est un peu comme. J'avais vu quelqu'un qui fait le zapping du Covid, qui a aligné des petites séquences sur ce que disait Karine Lacombe ou d'autres, mais elle a quand même affirmé, c'est prouvé que le vaccin marche sur la transmission, c'est prouvé qu'il est super efficace, c'est prouvé qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est prouvé que la vitamine D ne sert à rien, alors que Raoult avait montré le contraire. Maintenant, des études randomisées après avaient montré que la vitamine D protégeait contre le Covid. C'est prouvé que la chloroquine ne marche pas, alors que c'était largement prouvé dans les méta-analyses que ça marchait. En fait, tout ce qu'elle a raconté, c'est avéré faux. Je suis désolé pour elle, au moins elle peut avoir l'humilité de dire bah oui, je me suis trompé, je n'ai pas été très clairvoyante, mais non, elle fait un doigt d'honneur. Bon, ça en dit long. Malheureusement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça en dit long. Très bien, professeur Perron, est-ce que vous avez d'autres derniers éléments à apporter à notre connaissance? Une petite chose qui m'a agréablement surpris tout récemment, le professeur Lionel Collet, c'est CO2LET, qui est le nouveau président de la Haute Autorité de Santé, a eu le courage de dire publiquement que la HAS recevait des pressions majeures de l'industrie pharmaceutique. Il fallait que ça cesse, que si ça continuait, il allait lâcher des noms. Donc, c'est courageux de la part. En plus, moi, je n'avais pas une estime toute particulière pour lui parce qu'il était président du comité de déontologie de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et Martin Hirsch, qui était le directeur de l'AP, voulait ma peau à ce moment-là. Il avait demandé au comité ou conseil de déontologie de faire un rapport sur moi qui était à charge contre moi, bien entendu, à l'époque. Donc, ça ne m'avait pas beaucoup plu à l'époque, mais les gens ont le droit de changer. Je dois rendre hommage à Lionel Collet, même si à l'époque, j'avais une petite dent contre lui, que c'est courageux de sa part de balancer ça, parce que c'est pas
tous les présidents de ces instances qui aient le courage de dire on subit des pressions de l'industrie pharmaceutique. Voilà, je voulais juste lui rendre hommage parce que s'il y a plus de fonctionnaires, de gens comme ça qui parlent, ça fera avancer les choses. Mais est-ce que vous croyez que ça va aller jusqu'au bout, ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit vis-à-vis de Bill Gates, d'Anthony Fauci, par exemple? Je pense que l'administration américaine est un peu coincée parce que comme ils ont en face plein de milliardaires qui contrôlent tout aux États-Unis dans l'économie, les médias, il y a encore beaucoup de médias là, qui sont, même s'il y a des médias plus indépendants maintenant, mais il y a des médias encore à la solde de l'État profond. Je pense qu'ils sont obligés d'aller par petites étapes, qui ne peuvent pas renverser la table d'un seul coup. Moi, c'est ma vision des choses. Et quand on regarde, c'est un phénomène qui continue, la machine continue d'avancer. C'est ça qui me rassure, mais on verra. Hein, Bon, moi, je reste quand même optimiste parce qu'un tel niveau de mensonge, alors qu'il y a plein de choses qui sont. Parce qu'on dit, ah, bah, on n'est pas au courant, ben, les infos sont disponibles, simplement, il faut être curieux, il faut les chercher, elles sont cachées. Et il y a quand même beaucoup de gens qui les trouvent quand ils cherchent. On ne peut pas maintenir un couvercle sur la marmite comme ça éternellement. Un jour, ça va leur péter à la figure. En tout cas, je le souhaite. Hein, mais... Oui, c'est en effet ce qu'on peut souhaiter.